Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche pour actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le professeur Jack Nguyen Tezen. Bonjour professeur. Bonjour, chers auditeurs, bonjour. Bonjour professeur et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Comme vous le savez, l'actualité oblige, il y a un réel conflit entre les deux géants de la planète actuellement, un conflit déclaré et non déclaré sur le plan économique, la Chine et les États-Unis. Avant de parler de ce dossier et son impact sur l'Asie, l'Europe et l'Afrique, il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur le professeur Jack Nguyen Tezen, ex-diplomate Sciences Po Paris, conseiller scientifique et diplomatique de l'Académie géopolitique de Paris et de la revue géostratégique, président de la Fondation Interface francophone Paris, conseiller de la rédaction de la revue trimestrielle Francophonie Actualité à Paris. À vous la parole, professeur. Oui, merci, bonjour. Oui, le monde est troublé, le monde est perturbé par la lutte pour la première place entre, d'un côté, la Chine communiste et de l'autre côté, l'Amérique, qui a derrière les pays de l'Occident. Ce sont deux gros blocs, gros moteurs de l'économie du monde. Mais le conflit ne se limite pas à l'aspect uniquement commercial. Mais c'est un conflit qui a des racines politiques, industrielles, économiques, diplomatiques. Donc, c'est un conflit qui a un caractère géostratégique. Et sur tous les plans, y compris le plan de la gouvernance. Je m'explique. La Chine, depuis 2009, s'embarque sur un mouvement d'affirmation forte, contrairement au conseil de l'ancien chef Deng Xiaoping, qui était un génie, qui avait conseillé à la direction chinoise de jouer profil bas. Mais seulement en Chine, il y a deux factions. Une faction qui est plus ou moins modérée, éclairée, bien instruite, bien formée, qui veut continuer avec donc ce conseil de sagesse et qui se rend compte que la Chine n'est pas encore vraiment prête par rapport à l'Amérique. Et de l'autre côté, dans la direction de la Chine, il y a une autre faction qui pense que à partir de l'an 2012, la Chine a déjà dépassé l'Amérique sur tous les plans, y compris surtout le plan économique, le plan scientifique, le plan commercial. Et cette coterie pousse le président actuel de la Chine, Xi Jinping, à aller de l'avant et à affirmer la Chine sur la scène mondiale, à proposer un autre ordre mondial à la place de l'ordre mondial qui, dit-il, a été fabriqué par l'Occident après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de ce fait-là, la Chine prend un risque énorme. Et je
peux vous dire que actuellement, en Chine, il y a un débat très, très prononcé entre les deux écoles. Et le président chinois rencontre actuellement des difficultés, des hésitations, des contestations à l'intérieur même de la direction du Parti communiste chinois. Et il a dû donc tergiverser, louvoyer pour avancer. La Chine, depuis 2008-2009, donc, a concocté une grande stratégie mondiale. Et en 2013, donc, le président chinois a proposé au monde un plan de développement mondial, à savoir les nouvelles routes de la soie. Voilà. Par ce biais-là, la Chine propose à tous les pays du monde, sauf jusqu'à ce jour l'Amérique et le Canada, un projet de construction d'infrastructures, d'échanges commerciaux et de partenariats stratégiques pour développer l'économie mondiale à la place de l'Amérique, que d'aucuns en Chine pensent déjà dépassée, en déclin. Je crois que cette vision de la Chine qui veut avancer ses pions trop vite, alors que fondamentalement, la Chine reste encore, à mon avis, un pays en voie de développement. Et d'ailleurs, les Chinois disent toujours, nous sommes un pays en voie de développement. Et la Chine s'adresse à l'Afrique, aux autres pays du monde, pour dire, nous sommes vos amis, nous sommes à égalité avec vous, parce que nous ne sommes pas des pays développés comme l'Amérique ou l'Europe, donc on peut travailler ensemble sans problème. Mais je connais la Chine très bien, pour l'avoir visité plusieurs fois. La Chine reste encore fondamentalement un pays en voie de développement, sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan industriel, technologique, commercial. La Chine, si elle est victime, par exemple, d'un embargo de l'Occident, si elle n'a plus de pièces de rechange high-tech, la Chine serait complètement étouffée. Elle s'arrêterait. Donc, devant ce fait-là, l'Amérique réagit, et surtout assez violemment. D'abord sous le président Obama, qui était un homme sage. Il a donc préconisé une politique de pivoter vers l'Asie et d'envoyer 60% de la flotte, de la présence navale de l'Amérique en Asie, et puis d'engager une sorte de concertation diplomatique, militaire, avec des amis, des alliés et des partenaires dans cette région-là, pour contrer la Chine. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du président Trump, la situation empire. Trump met l'Amérique d'abord. Et il a jugé que la politique du président Obama était une politique plutôt de déclin, de faiblesse. Et il a avancé une autre stratégie de confrontation. Il sait que la Chine veut remplacer les États-Unis dans les 20, 30 prochaines années. Et d'ailleurs, les Chinois, ils l'ont dit. Ils ont dit que d'ici 2049, la Chine devrait être la première puissance dans le monde. La Chine n'a peur de rien. La Chine est déjà, d'après l'école Vautour, autour du président, et que le président suit actuellement, la Chine est la première puissance mondiale.
potentiellement, la Chine peut battre l'Amérique et établir un nouvel ordre mondial. Donc, devant cette menace, évidemment, l'Amérique réagit et l'Amérique a, depuis Obama et jusqu'à ce jour, réussi à créer une sorte d'alliance ou de partenariat en Asie pour encercler la Chine. La Chine est actuellement encerclée. Le Japon et la Corée du Sud représentent donc la puissance militaire importante en Asie du Nord-Est. Il y a Taïwan qui est une puissance militaire modérée, mais très fortement équipée. Et ensuite, il y a l'Australie vers le sud. Donc, l'Inde aussi entre en jeu, parce que l'Inde, c'est une puissance montante, et donc se trouve être rivale de la Chine communiste. Là, le président Trump a proposé une stratégie mondiale, une géostratégique, à savoir l'espace Indo-Pacifique ouvert et libre, pour contrer la grande stratégie des nouvelles voies de soi proposées par la Chine. Donc ces deux grands plans s'affrontent pour la première place en Asie, parce que de toute façon, je crois que l'impact géostratégique, géopolitique le plus immédiat, le plus accentué, le plus important se trouve en Asie, pour des raisons évidentes. Et surtout, en Asie du Sud-Est. Lesquels? En Asie du Sud-Est, c'est en mer de Chine du Sud et en mer de Chine de l'Est. Et en Asie du Sud, c'est-à-dire cette région-là qui est composée des 10 pays de l'Asie du Sud-Est, allant du Vietnam, du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande, de la Birmanie, de la Malaisie, de l'Indonésie, de Singapour, voilà, et des Philippines. Au total, 10 pays qui composent en quelque sorte les Balkans asiatiques. D'accord. La Chine, actuellement, domine cette région-là, économiquement. Et elle compte utiliser cette grande influence économique et financière pour avancer très doucement, mais très sûrement vers la domination de la région. Donc, ne vous inquiétez pas. La Chine, c'est pas l'Allemagne nazie comme avant. La Chine, elle a une autre conception de la confrontation et de la géostratégie. La Chine joue au Go, G-O. C'est un jeu d'occupation de terrain. Et elle suit la grande doctrine d'un grand maître et stratège chinois, Sun Tzu, qui consiste à dire, donc, je vais tout faire jusqu'à la limite de la guerre, mais je vais tout faire doucement, je vais jouer au plus fin, sans avoir à combattre par les armes, mais je vais occuper le terrain petit à petit, de telle manière que je finirai par isoler mon adversaire qui se rendrait et j'aurais gagné sans avoir à me battre. Est-ce que, professeur, peut-on considérer cette doctrine que vous venez de le citer, c'est la stratégie suivie par la Chine contre la France en Afrique? La Chine, si elle va en Afrique, c'est pas uniquement contre la France. La France, dans l'optique chinoise, est une puissance importante
une civilisation, une culture importante, mais c'est pas un rival géostratégique comme l'Amérique. La Chine, si elle va en Afrique, c'est de l'intention d'occuper le terrain, de renforcer sa présence là-bas pour couper les ressources en main-d'œuvre, en matières premières, pour l'Occident entier. C'est pas uniquement pour la France. C'est pas uniquement pour la France. Donc, la Chine va là-bas, et depuis 2000, la Chine est le premier investisseur en Afrique. Et donc, l'impact, à part l'impact primordial et d'importance en Asie du Sud-Est, parce que c'est la porte d'à côté de la Chine. L'impact le plus important, après, ce sera en Afrique. Parce que, vous voyez déjà, la Chine est le premier investisseur de l'Afrique. Beaucoup de pays d'Afrique doivent beaucoup d'argent à la Chine. Il y a une question qui me revient à l'esprit, qui est assez importante à mon sens. Vous avez parlé de la Chine, mais on voit en contrepartie les États-Unis, et parmi les réactions qui ont été faites par le président Trump, à attaquer ses propres amis dans une guerre où il y aura normalement besoin de ses amis pour affronter la Chine. Comment vous voyez ça? Oui, apparemment c'est ça. Ça c'est l'apparence. L'apparence c'est ça. Mais oui, l'Occident reste solidaire. Vous voyez, Trump il a fait ce coup-là à l'OTAN, à l'Europe, au Japon, pour les, en quelque sorte, inciter à dépenser plus pour la défense, pour soulager le poids que supporte l'Amérique, mais en tant que frère et ami. La preuve, c'est que, après avoir déclaré la guerre commerciale à l'Europe, il y a eu l'accord entre l'Europe et les États-Unis déjà. Plus de guerre commerciale. Ok, on va négocier. Avec le Japon, c'est pareil. Et avec les autres pays, c'est un jeu, c'est un faux, c'est une manœuvre. L'objectif des États-Unis, c'est la Chine. Et dire que, bon, alors avec l'Europe, avec le Japon, on va revoir les tarifs, ça entre amis. Et tout ça avance après. Vous voyez, avec le Canada, avec le Mexique, c'est arrangé. Avec l'Europe, c'est arrangé. On ne peut pas dire que les États-Unis mettent les pays de l'OTAN, de l'Europe, et le Japon, et l'Australie, le Canada, sur le même pied que la Chine. D'égalité que la Chine. C'est toujours l'ennemi principal, l'adversaire principal des États-Unis. Quelle chance, d'après vous, après ces explications, à la Chine pour avoir gagné du terrain sur l'Afrique avec cette coalition qui est assez importante quand même, hein, donc des pays développés. Vous avez dit au départ, la Chine c'est un pays en voie de développement dans une zone d'Afrique qui est considérée parmi les plus pauvres de la planète. Oui. Mais la Chine est la stratégie, à savoir incorporer l'Afrique dans son réseau mondial par la voie des nouvelles routes de la soie. C'est-à-dire la Chine propose à l'Afrique de construire, de lui prêter de l'argent pour faire les ponts, les routes, les rails, etc. Mais la Chine n'investit pas directement beaucoup en Afrique. La Chine investit depuis 2000 jusqu'à ce jour, la Chine investit directement environ de 3 à 5 milliards de dollars par an en Afrique, alors qu'elle prête de l'argent aux pays d'Afrique. Et là, il y a le piège des dettes qui est en jeu. La Chine, elle a beaucoup de réserves
financière. Elle a beaucoup d'argent. Et elle se dit, si je veux créer des liens avec des pays d'Afrique, je proposerai des prêts à des conditions pas les plus privilégiées, parce que normalement ce serait autour de 2% par exemple. Donc c'est un taux correct. Hein. Et je mettrai ces pays-là en dépendance financière par rapport à moi. Il y a beaucoup de pays qui sont surendettés et qui ne pourront plus rembourser. Et à ce moment-là, ils se trouveraient en dépendance financière, économique par rapport à la Chine. Si la Chine veut vraiment investir pour développer loyalement les pays d'Afrique, la Chine doit investir dans l'Afrique. Et la Chine doit aider l'Afrique à développer son secteur industriel. Alors que jusqu'à ce jour, ce côté-là est négligé. L'Afrique n'a pas réussi à créer des industries. Donc tous les financements chinois servent surtout à créer une situation soi-disant néocoloniale. La Chine investit de l'argent pour ensuite importer, exploiter des matières premières à 80%. Les exportations de l'Afrique à la Chine sont à l'état brut, c'est-à-dire non transformé. Vous voyez dans cette relation de grands pays riches qui viennent prêter l'argent à des taux pas vraiment favorables pour créer des conditions d'endettement en Afrique et pour ensuite disposer des conditions privilégiées pour accéder aux matières premières, à la main-d'œuvre, etc. C'est, je crois, une condition presque néocoloniale. C'est pas un partenariat. Un partenariat, c'est deux pays qui travaillent ensemble. Donc, le jeu chinois est un jeu très subtil. Bien sûr. Petit à petit, d'ici 20-30 ans, la Chine va devenir le grand patron, le grand prêteur, le grand maître financier de l'Afrique. Beaucoup de pays d'Afrique seront tellement endettés vis-à-vis de la Chine qu'ils seraient obligés à ce moment-là de céder des avantages énormes là-bas en matière de port, en matière de chemin de fer, en matière de terres agricoles. Et à ce moment-là, la Chine pourrait contrôler l'Afrique et à ce moment-là aurait réussi à imposer son contrôle sur l'Afrique et couper la route à l'Amérique et à l'Europe. L'Amérique et l'Europe, coupées des ressources importantes de l'Afrique, seraient condamnées à vivoter sans marché, sans matières premières. La Chine serait la maîtresse de l'Afrique. Et à ce moment-là, si elle est maîtresse de l'Asie, à ce moment-là, l'Europe et l'Amérique, d'office, se rendront. C'est-à-dire, devraient accepter un rôle de partenaire de seconde zone. Voilà le jeu chinois. Mais c'est un jeu chinois. Ok. Et il y a l'Amérique et l'Occident qui ont aussi leur jeu. Et les pays de l'Asie, ils ont aussi leur jeu à eux pour contrer ce jeu chinois-là. Donc, à l'Afrique de créer ensemble une politique globale pour contrer ce jeu néocolonial de la Chine. Mais j'attends avec impatience des signes dans cette direction-là, mais je constate que jusqu'à ce jour,
De plus en plus, les pays d'Afrique dépendent de la Chine pour les exportations des matières premières à l'état brut. Il n'y a pas d'industrie grâce au financement chinois. S'il y a des industries, ce serait grâce à l'Europe et l'Amérique. Donc, c'est à l'Afrique de travailler avec la Chine sur un plan de partenariat industriel pour transformer les produits en Afrique, pour ensuite exporter dans le monde entier et vers la Chine avec une valeur ajoutée plus importante. Alors qu'à ce jour, l'Afrique, c'est quoi? C'est une colonie d'exploitation de matières premières. Et l'Afrique est un marché pour les produits manufacturés en Chine. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Tout ce sujet, on va essayer de le développer avec vous prochainement, si vous l'acceptez bien, avec l'évolution des décisions des pays africains. Professeur Tezen, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je vous dis à très bientôt. À bientôt et merci. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.